Bonjour les gens, on est dimanche, il est 19h, alors c'est Je dirais même plus sur Station Millennium. Et c'est notre 3e émission. Wow! Je dirais même plus l'émission avec. Une heure hebdomadaire avec une belle bande de passionnés et ce dimanche, un libraire qui en plus est parmi nous. Mais surtout, chaque semaine, nous consacrons la moitié de l'émission à un entretien avec notre formidable et dominical invité formidable. Eh ben, on est parti ? Alors, je dirais même plus, écoutez bien, l'émission avec des invités et nous, on leur pose des questions et en fait, eux, ils répondent et c'est bien. Ça me semble évident. Voilà, en fait, c'est parce que j'étais enrhumé, alors j'ai mal dormi, parce que quand t'as les 2 narines bouchées, mais que tu penses pas forcément à ouvrir la bouche en dormant, le cerveau, il manque un peu d'oxygène. Et comme on a dormi 1 heure de plus, bon ok, je la remets dans ma culotte. Il vaut mieux. Bonjour et bienvenue dans la 3e émission de Je dirais même plus sur la station Millennium. 3e déjà, on n'en finit pas de grandir. Si ça continue, on va même commencer à faire des progrès. Et en ce magnifique dimanche 31 octobre, l'automne est bien là. Ce soir, Quai des Bulles se termine, mais tout le monde ayant dormi 1 heure de plus, ça va aller. À notre habitude, il y aura nos 3 chroniqueurs en plateau, André Morvan, Damien Dogno et Benoît Lintanf, et aussi, présent parmi nous, le libraire de cette fois-ci. Il nous vient de la librairie Lagnonnaise Goualarn et il se nomme David Bars. Bonjour ceux du plateau. Bonjour Gilles. Salut. Bien entendu, nous aurons au bout du fil, j'aime bien utiliser cette expression alors qu'en fait les fils ils ont disparu des téléphones il y a au moins un siècle ou un millénaire. Notre envoyé spécial à Lutèce, Clotilde Pontaillet. On va un peu se la jouer western ce dimanche-ci, pas que mais quand même un peu, car nous avons la joie d'accueillir un formidable et dominical invité dont les initiales même nous réchauffent le cœur. Non, ce n'est pas Bastien Dives ni Boris Diroir, mais ses initiales sont bien BD. À ce propos, et pour réveiller un peu André Morvan, qui du fait de son âge avancé aime à somnoler entre le générique d'intro et sa chronique, rappelons que le vrai RG du 9e art n'est pas Georges Rémy, mais bien René Goscinny. Ah bah oui, je tenais à le préciser. Le BD du jour, vient nous parler de son dernier album, Fausse Piste, et de pas mal d'autres choses aussi. Et c'est Monsieur Bruno Duhamel. On a 1 heure de plus pour en rêver cette nuit, donc c'est maintenant. Et on commence illico avec le traditionnel et micro-topo sur les réseaux sociaux où nous sommes présents, c'est-à-dire quasiment tous en fait, Damien Dogno? On ne les a pas complètement tous, on n'a pas encore fait Tinder, on se retrouve sur Instagram, on se retrouve sur Facebook et Twitter. Et on a aussi un mail. Et on a un mail, je dirais même plus radio@gmail.com. Merci réseau socioman d'être resté en position du lotus tandis que les taquineries youtubistiques te tombaient dessus en escadron serré, aussi horripilantes que des mouches à la fin du mois d'août. C'est maintenant le moment d'appeler Pantruche, où Clotilde nous attend de pied ferme pour sa 2e chronique. La période automnale t'a visiblement inspiré, Clotilde. L'automne, les châtaignes, leur bogue. L'automne, ses précipitations, ses vents frisquets et ses températures un peu basses. Alors une question nous brûle les lèvres à tous ici, Clotilde. C'est comment l'automne à Lutèce, pardon. Vous avez beau ? Alors bonjour Gilles et bonjour à tous. Non, bonjour. Pas du tout. Là tout de suite, il pleut depuis ce midi. Donc la chronique qui devait être enregistrée depuis le parc sera finalement enregistrée depuis la cuisine. Alors, cette semaine, je vais vous parler d'une nouveauté BD, le 13e tome d'une série que je suis depuis son commencement et qui s'appelle, vous l'aurez peut-être deviné aux blagues de Gilles, Pico Bog. Le dessin et la couleur sont d'Alexis Dormal, qui coécrit les scénarios avec sa mère, Dominique Roch. Le 13e tome est sorti chez Dargaud mi-septembre, en pleine rentrée littéraire. Donc, Pico Bog, il est à l'école primaire et il a une petite sœur qui s'appelle Anna. Il est un peu paresseux, beaucoup de strips se concentrent d'ailleurs sur ses notes qui oscillent généralement entre 8 et 10 sur 20. Il se pose beaucoup de questions et ne se prive pas de les poser autour de lui.
Les réponses que lui donnent les adultes sont souvent drôles et toujours tendres, de même que celles des autres enfants d'ailleurs. Son copain Charlie, par exemple, est généralement belliqueux, mais il s'adoucit bien vite devant la logique implacable des raisonnements de Pico. C'est plein d'amour et d'empathie, ça montre la vie de tous les jours, mais en plus beau. Bref, c'est idéal pour chasser les petits coups de blues automnales. Dans le tome qui vient de sortir, intitulé Sur le chemin, on retrouve dans un des strips Pico Bog qui fait du vélo avec son père. Il lui dit « On dit que les parents nous font cadeau de la vie. Mais puisque la vie est sur Terre depuis bien plus longtemps que nous, on devrait dire que c'est nous, les enfants, qui sommes offerts par nos parents à la vie. » Son père le regarde décontenancé et lui dit « Je ne sais pas quoi répondre. Je n'avais pas prévu de philosopher à vélo. » Ce à quoi Pico répond « Puisque tu m'as offert la vie, c'est à la vie de répondre. Et la vie dit merci à mon papa pour le très beau cadeau qu'il t'a fait. » Moi, dans la bouche d'un enfant, je trouve toujours ça trop mignon. Sa petite sœur Anna n'est pas en reste, aussi bien dans la série Pico Bob d'ailleurs que dans la série jeunesse qui lui est consacrée, sobrement intitulée Anna, et dont 18 tomes sont déjà parus. Dans les deux séries, les textes sont tendres, mais les dessins aussi. Ils sont basés sur des crayonnés très travaillés, qui sont ensuite colorisés à l'aquarelle, dans des couleurs très douces. Perso, j'aime beaucoup. Un de mes strips préférés n'a qu'une bulle, et joue sur les cheveux en pétard de Pico, son signe distinctif. Il est en train de prendre son petit déjeuner avec son père, qui lui passe la main dans les cheveux, avec à chaque case un rendu différent, jusqu'au moment où Pico dit « Je vais porter plainte pour harcèlement capillaire ». Pico Bob me rappelle une de mes lectures d'enfance préférées, Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Calvin est un enfant turbulent à l'imagination débordante, et on suit ses aventures avec Hobbes, son tigre en peluche, qui attaque Calvin dès que celui-ci franchit la porte en rentrant de l'école, mange des sandwichs au thon et participe à toutes les aventures de Calvin. Calvin se pose beaucoup de questions sur le monde qui nous font réfléchir en tant qu'adultes. C'est tellement incongru, ces réflexions hyper matures dans la bouche d'un enfant, on ne peut pas s'empêcher d'en sourire. Et Pico Bob, c'est pareil. Un sujet récurrent des Pico Bog, c'est le vieillissement des grands-parents tel que perçu par les enfants. Un dernier strip pour la route qui illustre mes propos ? Pico Bog et son papic, c'est comme ça qu'il appelle son grand-père, marchent dans la rue. Pico demande « Pourquoi tu ne veux pas dire ton âge, même pas à moi ?» Parce qu'on se sert des âges pour évaluer les gens. Ce n'est pas bien. Ah oui, c'est très bête, répond Pico. T'imagines, mon âge est un petit chiffre. Alors, si c'était une note, ce serait une mauvaise note. Tandis que toi, avec ton gros chiffre, ce serait une bonne note. À moi, les gens mettraient un nul, et à toi, un très bien. Répond son grand-père. Une case passe, puis Pico reprend. Mais tu aurais un très bien ou un excellent ? Si vous avez aimé, vous pouvez suivre Alexis Dormal sur Instagram, @AlexisDormal, ou aller en librairie acheter le tome 13 de Pico Bog aux éditions d'Argo. Merci, notre Perroso parisienne. Sur le chemin, dernier album en date d'une excellente série, qu'on peut lire à tout âge car elle a plusieurs niveaux de lecture. Je dirais même plus. Voilà, maintenant c'est un grand plaisir d'avoir parmi nous le premier libraire venu jusqu'à nous pour délivrer sa chronique. Et je dis pas ça parce qu'il est grand et musculeux. David Bars est son nom et il s'occupe des rayons science-fiction et policiers de la librairie Goualarn. Et il s'occupe aussi du rayon BD, où il a d'ailleurs mis en valeur l'album dont on va parler tout à l'heure avec notre invité principal. Alors, tu as sélectionné dans les munificentes étagères de Goualarn l'album de Léa Muravic, qui est sorti le 8 août 2021, mais aux éditions 2024. Et dont la magnifique couverture astérios polypienne nous avait d'ailleurs tapé dans l'œil à nous aussi, hein les gars ? Tout à fait. Je vais vous parler du Grand Vide. C'est une plongée dans une dystopie qui est super originale et très très intelligente. On suit un personnage qui s'appelle Manel Naer, qui habite dans une mégapole d'un genre très particulier, puisque pour y survivre, il faut exister aux yeux des autres, au sens vraiment le plus littéral du terme, puisque sans présence, on meurt tout simplement, tandis que le succès, lui, carrément, vous fait frôler l'immortalité. Donc l'obsession, elle est telle qu'il y a même des personnes qui sont payées pour lire les patronymes d'inconnus et leur donner de la présence. La ville, elle est envahie d'images, de noms, de panneaux, d'enseignes qui s'amoncellent et qui envahissent les façades des gratte-ciel et obstruent quasiment le champ de vision jusqu'à l'obsession. Quelques secondes d'attention sont la garantie de quelques minutes ou de quelques heures de vie, et rares sont celles et ceux, comme Manel justement, à ne pas s'en soucier. Manel, elle rêve de liberté, d'horizon, d'aventure, elle rêve d'explorer ce qu'on appelle le grand vide. C'est un espace indéfini, complètement inconnu, vaguement effrayant qui entoure la mégalopole justement. Et la jeune femme, elle se retrouve contre son gré dans l'obligation de jouer le jeu carrément, puisque elle est victime de ce qui dans ce monde se révèle être une malédiction. Elle a une homonyme qui est très célèbre, une chanteuse, qui a fait un tube que tout le monde fredonne, qui s'appelle Mon Nom, justement. Et cette chanteuse, elle focalise toute l'attention, donc elle attire évidemment toutes les pensées des gens, au détriment, même si ce n'est pas voulu, de notre Manel Naer à nous, notre héroïne, qui elle est inconnue et passe son temps au fond d'une librairie.
Alors si elle veut survivre, Manel, elle n'a pas le choix. Elle doit agir pour recueillir de l'attention. Évidemment, elle est très très réticente. Et elle va ensuite inverser, je ne vais pas spoiler, mais elle inverse ensuite la situation bien au-delà de ses espérances, quitte à sacrifier ce qu'elle avait auparavant de plus cher. Alors, Léa Muravitch, avec Le Grand Vide, fait vraiment un ouvrage marquant. Son scénario qui est vraiment un grand scénario de science-fiction, de dystopie. Il y a un grand souffle, ça interroge l'identité, la célébrité, le rôle de regard d'autrui. Et puis ça renvoie aussi aux usages des réseaux sociaux, des médias en général, mais aussi à l'intime, à l'amour-propre. Et si l'héroïne et l'histoire en plus vont à 100 à l'heure, le dessin du Grand Vide est lui aussi super rapide, très énergique, plein de mouvements. Léa Muravitch joue avec les déformations et l'amplitude des personnages lorsqu'ils accélèrent. Il y a un côté manga qui est assez fascinant. On pense à Astro Boy carrément, on pense aussi à Tezuka, et puis avec son trait à la plume et au pinceau, à l'encre de Chine, elle se permet d'imprimer un tempo qui est vraiment surprenant, quoi. Les couleurs, elles sont sublimes, il y a une bichromie en intérieur qui est assez magistrale, et c'est en couleur dans les rues de la ville gigantesque et vertigineuse. Voilà, c'est un premier album qu'elle a écrit apparemment en résidence à Angoulême, et franchement il y a une force narrative et graphique qui est super impressionnante, c'est intelligent, questionnant, pour moi c'est une merveille de la rentrée. Bien, bah merci beaucoup David. Écoute, de toute façon cet album est en vitrine aussi chez Tom Librairie, je crois. Voilà, donc les libraires de la région ont du goût, voilà. Et bien maintenant, on va s'écouter un peu de bonne musique en l'honneur de notre invité et de son western un peu atypique. On va vous faire écouter le générique d'un très vieux feuilleton dans lequel a débuté l'une des grandes figures de cowboyistique, je sais pas si ça se dit, nous on va le dire, une grande figure cowboyistique de l'histoire du cinéma. Westernal. Voilà, Westernal est pas mal non plus. Et là, c'est chanté par Dan Aykroyd et John Belushi, ces fabuleux Blues Brothers, qui vont donc nous chanter Rawhide, le thème de la série éponyme où débuta Mr. Clint Eastwood quand même. Les Blues Brothers. Alors en ce beau dimanche 31 octobre, dans Je dirais même plus, sur la Millennium Station, Benoît Lintan va nous prouver que des années de thérapie peuvent parfois porter leurs fruits en ne nous parlant pas d'Hellboy, mais bien de fausses pistes, l'étonnant western, pas vraiment western, mais si quand même un peu beaucoup passionnément, de notre formidable et dominical invité formidable, Bruno Duhamel. Un western où les mises en abîme sont aussi nombreuses que les canyons et où les bombes pétaradent de partout comme les balles à hockey choral. Et donc, ami Benoît, duhaméliste de la première heure, ce fausse piste, c'est un western ou bien ? Eh bien, je me demande encore. Le dernier album en date de Bruno Duhamel, que l'on apprécie comme dessinateur depuis Kochka chez Paquet en 2004, est édité dans la collection Grand Angle chez Bambou. Fausse piste nous désoriente vite car nous croyons avoir acheté un western, d'après la couverture d'un cow-boy marchant sur le lac Salé. Et c'est un album plus inattendu et plus profond à plusieurs entrées qui s'offrent à nous. Et alors que sur la plupart des couvertures de ces livres, les personnages apparaissent isolés, dans une composition très étudiée, dans un décor naturel souvent, ils s'inscrivent tous en marche de leur société, voire en conflit avec leurs contemporains, à un moment donné, celui du récit, comme souvent dans ces histoires. Le protagoniste, Frank, joue le rôle d'une légende du Far West, Jack Wildface Johnson, auquel il s'identifie plus que de raison dans une petite représentation théâtrale d'un événement connu de l'histoire des États-Unis dans une petite ville de l'Ouest. Mais il se fait licencier rapidement dans le récit, pour se retrouver embarqué dans un voyage touristique au cœur de la Monument Valley. Et le récit convenu, attendu, dérape pour devenir plus complexe, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Car en effet, notre acteur est mis en présence de plusieurs autres personnages hauts en couleur, qui vont le déstabiliser en le plaçant dans des situations qui l'obligent à réagir et le révéler comme le héros qu'il croyait incarner. Comme souvent, Duhamel utilise des clichés pour révéler l'absurdité de situations précises de notre société contemporaine, comme le tourisme de masse ou le manque de tolérance de chacun. Mais ces clichés sont détournés et les personnages bousculés pour permettre au lecteur de dépasser les apparences que chacun affiche ici ou là en société. En effet, il y aurait autant de fausses pistes que de personnages dans ce récit, et chacun ou chacune en prend pour son grade.
Et comme toujours chez cet auteur, les dialogues restent percutants et virulents. Et c'est aussi pour cette raison que l'on apprécie Duhamel, scénariste. De plus, grâce à une astuce scénaristique judicieuse, nous pouvons malgré tout lire une séquence de western classique, teintée de sépia, qui devient un moment de révélation pour notre acteur halluciné et pour le lecteur aussi. Il n'en demeure pas moins que l'auteur anime et entoure tous ses personnages d'une tendresse peu commune. Sur 80 pages, Duhamel signe un récit nourri de rebondissements inattendus, associé à un dessin dont le style semi-réaliste s'adapte parfaitement au projet. Finalement, Duhamel écrit ici une fiction réaliste plus grande que la légende. Merci Benoît. Eh bien maintenant, on va avoir justement Monsieur Bruno Duhamel au téléphone. Voilà, bonjour Bruno Duhamel. Une première question, longue comme le Grand Canyon. Monsieur le pistolero Duhamel, vous appliquez à votre western la même technique qu'avaient John Wayne, Dean Martin, Walter Brennan et Ricky Nelson à la fin de Rio Bravo. Vous y allez à la dynamite, mais pour notre plus grand plaisir. Vous ventilez tout façon puzzle, déboulonnant des statues tout en rétablissant des vérités volontairement enfouies à au moins 60 pieds sous terre. Ainsi, vous accouchez d'un western différent de tous les autres, sans exception. Alors, voici enfin ma question. Comment vous y êtes-vous pris pour avoir un regard aussi neuf quand vous arrivez après tant d'artistes plus ou moins grands ayant galopé dans les mêmes plaines ? En ayant la trouille de rien apporter au genre, et du coup en turbinant comme un malade pendant des mois et des mois pour essayer de trouver la bonne idée. En gros, effectivement, j'avais très envie à la fois de faire du western et de parler du western parce que c'est un genre que j'aime bien, donc j'avais envie d'en parler avec le recul d'un amateur. Et je savais pas du tout comment m'y prendre, donc il y a eu 11 ou 12 versions du scénario, allant du western réel au western contemporain, avant de trouver cette espèce de mélange un petit peu entre les deux. Mais j'avais vraiment, j'avais la trouille. J'avais la trouille d'une part parce que graphiquement, je me considère pas comme une brute de la bande dessinée comme le western a pu en révéler, comme Hiro, comme Ralph Meyer, des gens qui sont vraiment super doués. Donc j'avais pas du tout envie de me comparer à ces gens-là, et c'est très dur du coup quand on attaque un western de pas être dans le sillage d'eux. Et puis c'est vrai que n'étant pas forcément un super spécialiste de l'Ouest, et puis surtout n'étant pas très fort pour faire des scénarios au premier degré et parler de justice, de vengeance, de ce qui fait les grands thèmes du western, je me sentais pas forcément la légitimité de m'attaquer à ça. Donc il a fallu que je cherche longtemps pour avoir l'idée qui m'a un petit peu sauvé, à savoir l'idée du personnage principal qui est lui-même atteint d'un trouble du spectre autistique, un peu comme n'importe quel dessinateur de bande dessinée. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que on passe 1 an et demi enfermé à dessiner, à faire des petits dessins dans des cases, à se documenter comme des fous sur les armes, sur l'époque, sur les costumes. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu enfermement mental quand on se lance dans une aventure comme ça. Et du coup, ce personnage-là me permettait un petit peu de mettre en abîme mon boulot et la petite folie douce que peut représenter le fait de faire de la bande dessinée. D'ailleurs, les albums Koshka, est-ce qu'on peut en parler comme échappé de la série des Tuniques Bleues ou pas vraiment? Oui, je pense que dans Koshka, on retrouve vraiment toutes les influences franco-belges qui sont remontées d'un seul coup, de façon plus ou moins volontaire. C'est-à-dire que quand je parle d'instinct de survie, il y avait vraiment ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai après avoir pendant la période des Beaux-Arts un peu nié ce que j'étais pour assimiler un maximum de nouvelles choses, il y a ce que j'étais vraiment qui a refait surface dans le dessin de Koshka. On se demandait il y a Maurice, il y a les Tuniques Bleues, il y a tout le monde, quoi. Ouais. On se demandait entre nous là s'il existait des supports où l'on pouvait trouver des travaux intérieurs à cet album. Des travaux que vous auriez réalisés.
qu'on ne trouve pas? Alors, des travaux antérieurs à cet album, il y a guère que dans le Café Creed, hein, les premiers numéros du Café Creed. C'était une association qui a été créée en fait par des gens de ma promotion à Angoulême, qui nous permettait pendant le festival d'Angoulême de proposer nos travaux d'étudiants. Donc il y a 2 ou 3 volumes de Café Creed, mais à mon avis ils sont très durs à trouver parce que c'était vraiment de l'impression manuelle avec de la couverture sérigraphiée et c'était tout petit tirage. Et sinon, il y a aussi le Au fil du Nil, donc qui était la publication de l'École des Beaux-Arts tous les ans. Donc il y en a 2 ou 3 auxquels j'ai participé, mais non, sinon Koshka c'était vraiment mes premiers albums. D'accord. Pour rebondir sur votre collaboration avec Brémo, est-ce que qui offre des séries dans des formats assez réguliers, enfin classiques, hein, avec les 48 pages, est-ce que vous trouvez dans la collection Grand Angle une pagination plus confortable pour vos récits plus personnels? Le gros avantage de Grand Angle, déjà j'y trouve une relation humaine très très agréable. Après 15 ans à chercher ça, c'est vrai que c'est assez important. Et puis j'y trouve effectivement une liberté de pagination, c'est-à-dire que j'ai totalement abandonné l'idée de faire des séries au long cours parce que je ne fais plus confiance ni aux éditeurs ni au grand public pour pouvoir les finir. C'est-à-dire qu'il y a tellement de séries qui s'arrêtent en plein milieu que moi j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai 3 séries qui ont été arrêtées, Butch Cassidy, Koshka, Les Brigades du Temps, donc je n'y crois plus. Du coup, je tiens vraiment à chaque album à raconter une histoire complète. Et c'est vrai que le fait de pouvoir faire varier le nombre de pages d'un album à l'autre me permet de raconter des histoires plus ou moins complexes, quitte à recourir quasiment à des doubles albums comme pour Le Retour qui fait 90 pages. Okay. Ou Fausse Piste qui en fait 78 ou 80, je sais plus exactement. Voilà, par contre Jamais, qui est une histoire un peu plus simple, en fait 54. La suite qui va sortir prochainement en fera 60. Voilà, j'ai une liberté vraiment de pagination qui me permet de rien rajouter qui ne soit pas nécessaire à l'histoire, mais de ne pas être obligé de couper trop dans ce que j'ai fait. On vous sent effectivement à l'aise dans un format bien plus personnel, quoi. Ouais, non, c'est très agréable parce que c'est vrai que ne pas dépendre du 46 pages ou d'une histoire scindée en 2 albums, ce qui est relativement casse-gueule dans le marché actuel, c'est un vrai plaisir. En plus, c'est vrai que là, pour le coup, il y a un boulot de la part du studio graphique qui est très très bon, donc les albums sont beaux à l'arrivée, ça fait des beaux objets. Je suis très content d'être là où je suis, pour ça. D'accord. Et on se posait aussi la question, en fait, sur les éditions Bambou. Comme elles sont co-dirigées par Olivier Sulpice, qui est aussi scénariste, est-ce que ça ajoute à votre confort de travail avec eux, en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous comprennent mieux? Est-ce que vous avez des scénarios super bien construits? Vous êtes un grand dialoguiste, faut le dire aussi, quand même. Et donc, est-ce que l'accueil, du coup, la réception est plus grande auprès de quelqu'un qui connaît le métier, quoi? C'est assez marrant là-dessus. Alors je travaille vraiment principalement avec effectivement Olivier Sulpice qui est le créateur des éditions Bambou, le fondateur, Hervé Richer qui est le directeur de collection de la collection Grand Angle, et puis Laurence Convert qui me suit aussi sur les projets. Et c'est vrai qu'Hervé et Olivier sont tous les 2 scénaristes. Par contre, alors Hervé fait aussi un petit peu des one-shots et de la bande dessinée. Je sais pas comment je pourrais la définir, mais Olivier est plus dans le gag, côté Bambou. Hervé fait un peu des 2. Il est un peu à cheval sur les 2 collections. Mais c'est vrai qu'aucun des 2, leur travail n'est pas vraiment proche du mien pour le coup. Donc, dans un premier temps, ça fait un peu peur en me disant, bon, on n'a pas du tout forcément les mêmes visions de la bande dessinée et tout. Et il se trouve que ils sont très très ouverts à plein de choses différentes et qui sont même très très forts pour être des script doctors. C'est-à-dire que même avec mon boulot qui ressemble pas forcément au leur, ils vont être capables de pointer vraiment tous les petits rouages scénaristiques qui peuvent être un peu faibles lors des premières versions.
tout en me laissant une liberté totale pour répondre aux problèmes. Donc c'est assez génial de bosser avec eux. Mhm. Parce que ça me permet effectivement moi quand je me suis lancé en tant que scénariste, c'est plus parce que après avoir passé 15 ans à dessiner les histoires des autres, j'avais envie de développer un peu mon propre univers, basé sur des souvenirs, basé sur ma sensibilité à moi, sur des thèmes un peu d'actualité, parce que c'est vrai que j'aime bien mettre en scène les questions que je me pose sur le monde qui m'entoure, mais je me sentais pas forcément la légitimité d'être scénariste. Et ça m'a fait du bien de me retrouver avec surtout que j'ai pas bossé moi le scénario, je l'avais jamais vraiment travaillé, j'ai jamais lu là je n'ai commencé que récemment à lire des manuels sur la technique du scénario, la technique narrative des grands pontes américains qui sont toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est souvent écrit pour le cinéma. Ouais, c'est les Donc, fameux c'est vrai que Mackie je et connais pas Treby, toutes les tout ça. règles. Je Ouais. ne connais pas toutes les règles, je pense que je les ai plus ou moins, comme je suis spectateur, comme je suis lecteur, je les ai plus ou moins assimilées de façon inconsciente, mais je les utilise pas de façon très consciente. Et c'est vrai qu'avec Hervé, ça me permet de comprendre un petit peu, parce que lui, pour le coup, il les a étudiés. Donc ça, c'est assez génial, parce que je perds rien de ma liberté, et en même temps, j'ai vraiment un regard assez pointu sur les choses. D'accord. Bon, on va clore avec cette petite question-là, la première partie de l'entretien. Et maintenant, on va avoir une pause musicale. Et en fait, cette pause musicale, c'est toi qui l'as choisie. Et c'est un drôle de choix. Alors Bruno, pourquoi ce morceau ? Alors c'était pour rendre hommage à la période du western hollywoodien dont j'ai tendance à me moquer un petit peu dans Fausse Piste. Donc c'est une partie de la bande originale de Alamo avec John Wayne. Voilà, d'accord. C'est ce qu'on va écouter maintenant. The Green Leaves of Summer, qui fait partie de la bande originale d'Alamo. Voilà, les vertes feuilles de l'été, un choix signé Bruno Duhamel. Alors Bruno, on va reprendre cet entretien, c'est la deuxième partie, et on va commencer avec une question un peu avec des relents cinématographiques. Dans ses entretiens avec François Truffaut, Hitchcock déclarait qu'il vaut mieux partir du cliché qu'y arriver. Est-ce que c'est pas exactement votre raison d'être en tant que scénariste ? Oui, je pense que je pratique un petit peu ça aussi. Disons que j'ai tendance à beaucoup observer de clichés dans la rue et sur Internet aussi principalement à l'heure actuelle. Donc c'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut pas faire de clichés, que c'est pas réaliste, mais en même temps il y en a des clichés. Il y a quand même pas mal de gens, moi y compris sans doute dans certains discours d'auteurs de bande dessinée. Je pense qu'on est tous un petit peu des clichés, donc effectivement, je pense qu'il vaut mieux les avoir en tête et puis essayer de les développer, parce que là, c'est vrai que sur Fausse Piste, j'essaye dans un premier temps de faire croire à les clichés, et puis on va se rendre compte petit à petit que chacun a des motivations un peu plus intimes et un peu plus complexes que ce qu'on imaginait. Mais ouais, je pense qu'il vaut mieux faire ça, ouais, effectivement. Ouais. Parce que de toute façon, ça finit par nous revenir dans la gueule, donc autant le savoir. Exactement. Mais vous êtes aussi donc on l'a dit, un brillant scénariste, un brillant dialoguiste. Et en fait, dans les scénarios, ce qui je trouve est assez marquant, c'est que vous arrivez à réexposer des choses. C'est-à-dire que vous les exposez une première fois, et puis on les retrouve quelques pages après, et vous leur donnez un éclairage complètement différent. Et donc on va de surprise en surprise, on découvre tout un tas de choses, et ça fait vraiment la force de vos albums. Voilà, donc effectivement, des fois vous partez du cliché, et puis après on voit des choses étonnantes, style les Indiens avec des GPS, des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de choses. Oui, ça, je me suis beaucoup amusé avec les Indiens, parce que c'est vrai que j'avais envie à la fois d'attaquer un peu le discours complètement romantique sur les Indiens d'Amérique, qui fait que un mec qui se réclame des traditions de chasse et de pêche en France, on le considère comme un beauf, mais par contre dès que c'est un Indien d'Amérique, on le considère comme quelqu'un de sage. Donc c'est vrai que moi j'ai pas forcément envie de faire plus de cadeaux aux Indiens qu'aux autres français. Ouais. Et puis c'est vrai que quand on lit vraiment des littératures historiques, on se rend compte que les Indiens c'était pas non plus les bons les hommes qui vivaient en parfaite harmonie avec la nature. Ça c'est vraiment un truc qui a été véhiculé depuis.
Donc ça m'amusait beaucoup d'essayer puis c'est vrai de réussir à faire une case comme celle où les deux Indiens sont en costume traditionnel sur leurs chevaux en train d'envoyer des SMS. Ça me faisait beaucoup rire. Ouais. Alors- Mais ce faisant, en fait, vous avez finalement appliqué le rêve de Georges et Louis, les personnages de Daniel Goussens, parce qu'ils veulent toujours exploser les limites traditionnelles du récit. Et là, on peut dire que vous avez réussi ce bel exploit. Alors, c'est Benoît qui prend la suite. Oui, alors vous écrivez de brillants scénarios pour vous. Est-ce que vous ne seriez pas tenté un jour d'en écrire pour d'autres? Si je suis tenté parce que je dessine très lentement et que je n'arriverai jamais à dessiner toutes les histoires que j'ai envie de raconter. Le seul problème, c'est que écrire pour moi déjà me prend énormément de temps et ne m'en laisse pas beaucoup pour développer des scénarios pour les autres. Donc c'est un peu complexe. J'essaie en ce moment de voir comment je pourrais me dégager un petit peu de temps. Mais c'est vrai que j'essaye pour vivre à peu près de la bande dessinée, de sortir un album tous les ans ou toutes les années et demie. Et que déjà, ça me demande beaucoup de boulot parce que je suis scénariste, dessinateur, coloriste. J'essaye de suivre énormément aussi la fabrication de l'album et les textes qui sont en quatrième de couverture notamment, que la plupart du temps j'écris moi-même. Donc voilà, c'est tout un boulot qui me laisse pas beaucoup de marge de manœuvre à l'heure actuelle pour développer des scénarios. Donc j'écris, je tiens un carnet de notes avec toutes les idées qui me viennent. Mais j'arrive pas à me prendre un mois ou deux comme ça pour développer un scénario, parce que en général, ça me prend quand même au minimum un mois, voire deux. Alors c'est vrai que vous prenez beaucoup de précautions, notamment dans le retour, pour expliquer comment vous avez inventé le scénario. On se demandait comment vous avez réussi à travailler avec l'histoire vraie de Manrique sans avoir de problème forcément avec les ayants droit. Justement parce que je ne parle pas de sa vie à lui, et ça c'était vraiment quelque chose auquel je voulais insister dès le début du livre, parce que j'ai un problème un petit peu avec le principe du biopic et le principe de tous ces films qui commencent par inspirer d'une histoire vraie. Moi, mon boulot, c'est de mentir, c'est de raconter des salades. Si vous me demandiez de raconter mes vacances d'il y a 10 ans, je serais incapable de pas faire des coupes. Je me souviens pas de tout. Donc prétendre raconter la vraie histoire de quelqu'un que je n'ai pas connu, qui a vécu 20 ans avant moi, ça me paraît complètement faux. Donc je préfère partir du principe que le lecteur est au courant, que je vais lui raconter une histoire. Alors cette histoire, je vais essayer de la rendre la plus crédible possible, pas forcément réaliste, mais crédible. Mais c'est vrai que me lancer dans le biopic de Manrique ne m'intéressait pas parce que j'avais envie d'explorer des parties un peu sombres qui n'étaient pas forcément les siennes. C'est vrai que quand lui est rentré en résistance, il l'a fait sans doute de façon plus moins catastrophique que mon personnage. Mais il se trouve que moi, mon personnage, j'avais vraiment envie de le confronter à ses propres contradictions. Et à partir de là, je préférais me détacher complètement du personnage réel. Donc j'ai repris la thématique de sa vie, j'ai repris un peu le décor, mais sans citer l'île elle-même. Et puis j'ai brodé le reste à partir de mes doutes à moi. D'accord, c'était assez passionnant pour savoir que certaines personnes sont allées sur l'île de Lanzarote en vacances pour se retrouver dans les lieux que vous exposez dans l'album. Ah oui, il y a des gens qui ont fait ça, parce que je sais que j'ai été contacté par des gens qui vivent à Lanzarote, et notamment une personne qui vit dans une maison fabriquée par Manrique, et qui avait apprécié l'album. Ouais. Alors après l'île de Lanzarote, pouvons-nous revenir sur les bords de la Normandie? Vous préparez la suite de Jamais, si j'ai bien compris. Oui. Sur Facebook, vous nous présentez quelques trop rares images préparées, il me semble, au lavis d'encre de Chine. Est-ce que c'est une nouvelle technique que l'on n'avait pas aperçue dans d'autres albums? Ouais, c'est la première fois que je l'utilise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Fausse Piste, pour des raisons de confinement, a été réalisé entièrement en numérique. Donc pour la première fois, j'ai fait l'ancrage
à la palette graphique, alors qu'en général, je réserve ça uniquement pour le traitement des couleurs. Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvé obligé de bosser chez moi, je pouvais pas transporter tout le matériel que j'ai à mon atelier parce que l'appart n'est pas assez grand pour tout recevoir. Donc je suis passé en numérique et c'est vrai que 1 an et demi à bosser sur palette graphique, d'une part c'est très mauvais pour les épaules parce qu'on a une mauvaise posture et d'autre part il manque quelque chose, il manque quand même le contact avec la matière qui est assez important dans le dessin. Du coup, c'est vrai que quand je me suis attaqué au tome 2 de Jamais, j'ai décidé de changer radicalement de technique, y compris par rapport au tome 1 parce que le tome 1 avait été fait avec un ancrage ligne claire et toutes les matières posées à la couleur. Là, je me suis amusé à poser des matières au lavis d'encre de Chine. Ce qui me permet de travailler le dessin de façon un peu différente, c'est-à-dire que je suis plus dans la sculpture des volumes et des lumières que quand je suis en ligne claire. D'ailleurs, le titre, ce sera Jamais Jamais ou Le Retour de Jamais ou on Ça s'interroge. sera Jamais 2 et le sous-titre Le Jour J, a priori. Mais bon, rien n'est fixé pour l'instant. Ça, c'est un travail qui se fait à la fin. D'accord. On voulait savoir aussi, est-ce que vous auriez un mot ou deux pour Dan Christensen, dont vous parlez au début de Fausse Piste, qui est un très chouette auteur de BD, qui n'a pas produit tant que ça, mais très intéressant. Je le salue et puis surtout j'invite tous les auditeurs à aller voir son boulot. Dan Christensen, c'est un dessinateur que j'ai rencontré à Angoulême parce qu'il est venu faire ses études en France. Il était né aux États-Unis, il a vécu en Arizona et il m'a beaucoup aidé en fait en relisant le scénario de Fausse Piste pour essayer d'y trouver les éventuelles erreurs et incongruités que j'aurais pu laisser passer. Et c'est un très très bon auteur de bande dessinée. J'aimerais bien que le grand public s'en rende compte. Bah oui, ce serait bien. Ouais. Bah, on a une petite dernière question, mais qui est en fait plus une boutade pour clore ce passionnant entretien. Dans l'équipe, en fait, on se disait que ça doit quand même être un sacré panard de paraffer un contrat d'édition d'album quand on a vos initiales, non? Oui, c'est vrai que c'est. Alors c'est un truc pendant des années, je l'ai complètement refoulé et parce que je trouvais que ça faisait vraiment ridicule de signer BD. Ouais. Mais je trouve que pour paraffer les contrats, je peux pas faire autrement. Bah oui. Donc voilà, je le fais. Ou alors faut faire comme Hergé, faut inverser. Voilà. Bah merci infiniment. Donc après ce bel entretien, on va écouter un autre morceau avec du Clint Eastwood dedans. Et alors cette fois, c'est lui-même qui va chanter. Et c'est un extrait de la BO de Minuit dans le jardin du bien et du mal. Et donc il va nous chanter un super morceau, un standard du jazz. Et voilà, c'était Clint Eastwood qui nous chantait Accentuate the Positive. Voilà. Donc Bruno, on espère que ce morceau vous a plu. On tenait à l'écouter avec vous. Et donc maintenant, on va vous dire au revoir parce qu'il faut retourner au boulot. Et j'espère que vous arrivez à vous concentrer, parce qu'apparemment, il y a votre voisin d'à côté qui construit une potence, non? Ou je sais pas, il y a des... Ouais, je sais pas exactement ce qu'il construit, mais ça fait un bordel possible. Mais nous, on n'a rien entendu, on vous rassure. Bah, merci beaucoup pour cet entretien, et puis à une prochaine, on espère bien. Bon. Merci beaucoup, merci salut. À vous. Salut. Voilà, et donc maintenant, on va continuer avec Damien. Alors Damien, espèce de fichu foie jaune, tu profites que Benoît, il lâche Hellboy durant 7 petits jours pour lui voler son sujet favori. Tu sais que certains ont fini au poteau de torture pour moins que ça? Je pense que je suis voué à la damnation éternelle. Effectivement, une 3e émission de Je dirais même plus sur Station Millennium, et Benoît qui ne chronique pas Hellboy, mais où est le monde? D'ailleurs, est-ce encore le monde des humains ou l'autre royaume? Une émission sans Hellboy, c'est la fin d'Erico, c'est une calamité, c'est l'ouverture du 4e saut, c'est la pluie de grenouilles, la crue du Nil, les mouches noires, un débat politique animé par Cyril Hanouna. Trevor Brottenholm devrait se retourner dans sa tombe. Pour pallier l'absence de chronique hellboyenne cette semaine, je vais prendre le relais et vous parler des 2 premiers films, ceux réalisés par Guillermo del Toro. Dans le premier film Hellboy, on assiste à l'avènement terrestre d'Ang Un-Rama. Pardonnez la prononciation, mon sumérien est un peu rouillé. Fils d'un démon Azazel et d'une sorcière, il est invoqué par Rasputin sur ordre d'Himmler, puis est recueilli et élevé par l'armée états-unienne. On est en 1944, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Grosse ellipse, de nos jours, on retrouve Rouge dans les rues de la Grosse Pomme, aux allures victoriennes, rouillé, rongé par le temps. Le film prend le parti d'un personnage capricieux, en pleine crise d'adolescence. Hellboy a 50 balais, il est soupolé, impulsif,
armé d'une main droite en pierre, des punchlines qui font mouche, et d'un gun à faire pâlir de jalousie l'inspecteur Harry. Benoît peut faire des analyses graphiques et parler d'introspection dans ses chroniques. On entre en Hellboy par le côté fun du personnage. Les 2 premiers films ont pour vedette Ron Perlman, un habitué du cinéma de Del Toro. Le mec a une filmographie longue comme son talent à interpréter des failles et l'autodérision à travers un physique imposant, un charisme jamais forcé, une voix de stentor. Autant d'atouts pour incarner un gamin immature, de mauvaise foi, pétri d'humour et potentiellement démoniquement destructeur. Mais espèce de démon, t'as le diable au corps, tu parles uniquement des films là, on est une émission de BD nous. Pas que. Il est question de l'adaptation générale et de celle-ci en particulier. Mac Mignola a souvent laissé entendre que l'adaptation de Del Toro était très libre. Le réalisateur a réécrit totalement la mort de Rotom Holm, étoffe une relation père-fils, imagine entièrement l'histoire du second volet Les Légions de l'Or Maudit. Pourtant, il faut remarquer que les adaptations fourmillent autant d'idées que les pages des albums eux-mêmes. Comme ce marché sous le pont de Brooklyn, son approche du cadre, de la lumière, les ombres mouvantes et vivantes, son travail sur le hors-champ et sur l'ellipse. Benoît nous parle des aplats noirs des albums, depuis 2 chroniques. Les films de Del Toro rendent visuellement ce parti pris de faire vivre ce que l'on ne voit pas, tout en gardant une action toujours lisible et fluide au service de ses personnages. On l'a compris, ce n'est pas un super-héros avec une cape et un gros S sur le ventre. Il est de ces personnages de l'ombre, son existence même effraierait le monde, alors Rouge ronge son frein et fugue pour aller à la rencontre de l'humanité qu'il protège. Esthétiquement réussi, le héros est associé à des némésis qui portent en eux des questionnements, des traumas et des ambitions pleines d'humanité. Tout comme notre héros, notez les guillemets dans ma voix, car il ne faut pas oublier la dimension shakespearienne d'Hellboy qui représente le mal absolu. Il est hanté par son possible passage du côté obscur. Il lutte, il se lime les cornes à la meuleuse pour résister à son pouvoir destructeur. Les films apportent de la mélancolie à Hellboy, respectent ses failles et ses échecs. Il caractérise un anti-héros pour se concentrer sur ses conflits intérieurs plus que sa victoire obligée contre les forces du mal. C'est comme Titanic. On connaît la fin. Ici, Hellboy doit sauver le monde, on le sait. La destruction a moins d'intérêt que le voyage. Car s'il échoue à la fin, c'est l'humanité qui sombre dans les ténèbres. Quand je vous dis que c'est shakespearien. Bref, l'intérêt du film est ailleurs. Hellboy lui-même commet des erreurs, s'emporte, s'énerve. Chaque fric questionne sa propre nature et trouve les réponses dans l'action. La Columbia, qui distribue le film, peut trouver que les films ne sont pas des blockbusters attendus pour un super-héros. Hellboy est considéré comme un super-héros dans le monde de l'édition. Oui, ce ne sont pas des blockbusters, ce sont des films intelligents, ils sont bourrés de poésie, d'humanité, de sensibilité. Autant de qualités que nous, les hommes, avons perdues. Ce sont les monstres qui en sont le vaisseau. D'ailleurs, DC Comics avait refusé le titre de peur de l'association d'un super indéfectiblement lié aux enfers. Ce sera Dark Horse qui le sortira aux États-Unis, puis Delcourt en France. Il faut dire que Anung Unrama signifie à peu près « et sur son front se dresse une couronne de flammes ». Car oui, c'est Hellboy qui porte en lui l'apocalypse. Sa main de pierre en est d'ailleurs un artefact. Comme Raven chez les Teen Titans, il porte cette malédiction et des contradictions qui le rendent particulièrement pathétique. Il le sait, quoi qu'il fasse pour l'humanité, au service du bureau paranormal pour la recherche et la défense, briser et limer ses cordes ne suffira pas à rompre avec son destin. D'ailleurs, le reboot de 2019, très blockbuster, a été unanimement rejeté par le public, trop cliché, écrit sur des punchlines. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour sacrifier ainsi un bon personnage? Alors, pour revenir à nos démons, Hellboy, les films, version Guillermo del Toro, sont des petits bijoux qui complètent et enrichissent l'univers de Mignola. Comme toute adaptation, ils répondent à des choix narratifs et affectifs propres à leurs médias. Mais ils ne trahissent pas l'essence du personnage. Del Toro a toujours préféré les frics aux humains. Et n'oublions pas le plus important, il ne faut jamais juger d'un livre à partir de son adaptation au cinéma. Merci Damien. Alors bon, ta démarche était certes un peu critiquable, mais grâce à ta chronique réussie, et aussi parce que nous sommes bons, nous daignons passer l'éponge pour cette fois. Hein Benoît, on passe l'éponge pour cette fois? Allez. Ouais, on passe l'éponge. Okay. Je dirais même plus.
Voilà, dans la dernière case de chaque album, Lucky Luke chevauche vers le couchant en chantonnant. Et la dernière case de notre émission, c'est André Morvan qui la dessine. Cette fois-ci, André, tu vas chevaucher vers le couchant en marabout de ficelle d'Ogélie Jumperisant sur cette vieille pouliche de l'humour qu'est l'almanach Vermo. Oui. À toi de jouer, cataclope, cataclope. Oui, bah là c'est vraiment le grand écart parce que je crois que mon sujet de la semaine est vraiment très très loin de Hellboy. Créé par Joseph Vermo, l'almanach Vermo est édité chaque année depuis 1886 avec seulement une seule interruption de 1943 à 1946 et on devine pourquoi. C'est en 1896 que le dessinateur Henriot invente le fameux calembour « Comment vas-tu, yacht poil ?» Ah, Calembour qui deviendra emblématique de l'almanach Vermo, l'almanach dédié à la blague et à la culture populaire. Ce calembour est tellement marquant qu'à partir de cette date de 1896, les qualificatifs ne manquent pas pour désigner l'almanach. Ringard, cocardier, colonialiste, misogyne, grotesque sont les qualificatifs les plus utilisés. mais en fait, alors, si c'est si pourrave que ça, ce truc-là, pourquoi tu viens gâcher notre précieux temps d'antenne pour nous en parler? Eh bien parce que Gilles, je trouve que c'est quand même un peu lapidaire et que c'est aller un peu vite en besogne que de réduire l'almanach Vermo à ses qualificatifs. C'est oublier que des dessinateurs tels que Bellus, Faisan et même Dubout y ont été publiés, et aussi le Grand Lavergne, tu connais Gilles, le Grand Lavergne, il a été exposé au festival de la BD de Perros-Guirec. Et même l'incroyable Biberlu, notre Biberlu, Exactement, qu'on embrasse. il y a publié ses précis d'humour faible à l'époque où Claude Turier était le rédacteur en chef inspiré de l'almanach. Et puis alors surtout, parce que la collection compte un millésime vraiment particulier, l'almanach Vermo 1968. Au fil des pages de cet almanach 68, on découvre avec étonnement, vraiment étonnement, des superbes dessins de Wolinski, des gags acérés de Reiser et des croquis élégants de Barbe. Alors tout cela donne à cet almanach Vermo de faux airs, vraiment de faux airs, de Harakiri ou de Charlie Hebdo. L'almanach Vermo, si décrié, avait donc bien su capter l'air du temps et avait su prévoir mai 68. On imagine, sur les barricades, un échange entre un étudiant et un CRS. Au lieu d'un pavé, l'étudiant lance au CRS « Comment vas-tu, yacht poil ?» Et le CRS, à la place d'une grenade lacrymogène, jette à l'étudiant « Pas mal, et toi la matelas ?» Ah ouais, d'accord. Bah oui, je pense que les CRS étaient un peu moins cool que ça en 68, mais... Et l'almanach Vermo de 68, ça aurait été introuvable. Moi, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Coup de bol. Et puis, je suis allé le récupérer dans mon grenier, puisque le thème de cette émission, c'est d'aller parler de choses pleines de poussière que je retrouve encore dans mon grenier. D'accord. Eh ben merci pour cette petite chronique. Bon, les amis d'ici et d'ailleurs, et vous toutes et tous qui nous écoutez, il est temps pour nous d'aller vivre d'autres aventures en lisant d'autres albums, parce que, bon, c'est pas le tout, mais il y a émission dimanche prochain, alors on se retrousse les manches. Dimanche prochain, oui, pour une 4e émission, avec un formidable et dominical invité formidable, et nous, on lui posera des questions, et lui, il répondra, et même, ça devrait être vachement bien. Mais vous verrez ça dans une semaine, enfin, vous entendrez ça dans une semaine. Merci à Greg de nous avoir supporté un dimanche de plus. Les gens, si ça vous a plu, ne manquez pas les prochaines. Parlez-en autour de vous et partagez sur les réseaux sociaux. Ça tombe bien, on les a tous, même ceux qui nous troutent comme un vieil emmental
parce qu'on n'est pas rancunier. À dimanche prochain, même heure, mais sans une heure de sommeil en plus, malheureusement. Toujours dans l'automne, mais avec la même patate. Comme on dit vers Amiens. C'était Je dirais même plus. On vous embrasse bien fort, mais dans le respect des gestes barrières. Kenavo. À dimanche.